Il était une fois dans le village de Bem, vivait une vieille femme du nom d'Adama Keïta. Respectée pour son âge, mais tenue à distance pour son aura de tristesse et d'amertume. Adama n'était pas une femme ordinaire. Sa vie était une histoire murmurée à mi-voix par les anciens. Une histoire de rêves brisés et de sacrifices oubliés. Dans sa jeunesse, Adama était la lumière du village. Intelligente, ambitieuse, son esprit était aussi vif que le feu de brousse. Elle rêvait de la ville non pas pour l'opulence, mais pour le savoir. Elle voulait devenir enseignante, revenir au village pour construire une école. Son jeune frère, moins doué, mais tout aussi rêveur, partageait ce désir de départ. Mais les temps étaient durs, la famille n'avait assez d'argent que pour financer le voyage et l'installation d'une seule personne. La tradition et la décision de leur père furent sans appel. C'est le garçon qui tenterait sa chance. Une femme doit bâtir un foyer ici, avait-il décrété. Le cœur en miettes, Adama accepta. Elle vendit les quelques bijoux hérités de sa mère et travailla au champ du matin au soir pour donner à son frère toutes les chances de réussir. Elle sacrifia son avenir pour le sien. Son frère partit, Adama attendit. Mais les nouvelles de la ville furent amères. Impatient, il tomba dans la petite délinquance. Il fut emprisonné et finit par revenir au village des années plus tard, honteux et sans un sou, avant de s'éteindre prématurément, laissant derrière lui une jeune fille, Ada. Adama Keïta, elle, resta à Bem, émurée dans son sacrifice inutile. Elle ne se maria jamais, n'eut pas d'enfant. Sa jeunesse s'était évaporée en nourrissant un rêve qui s'était transformé en cauchemar. Des décennies plus tard, Adama, le dos maintenant courbé par le temps et l'amertume, regardait une nouvelle génération pleine d'espoir quitter le village. Parmi eux, sa propre nièce Ada, la fille du frère pour qui elle avait tout donné. Et Ada, contrairement à son père, réussissait brillamment. En ville, elle avait ouvert un salon de coiffure florissant, devenant un symbole de fierté pour tout le village. Chaque année, pour les fêtes, les jeunes revenaient les bras chargés de cadeaux. Ils n'oubliaient jamais la vieille, tante Adama. « Tante Adama, voici un sac de riz pour vous faciliter le quotidien, » disait Ada avec un sourire radieux en déposant le lourd sac à ses pieds. « Tante, un peu d'argent pour vos besoins, » ajoutait un autre jeune homme. Adama recevait ses présents avec une gratitude de façade. Mais chaque cadeau était un poignard dans son cœur. Elle voyait en Ada non pas sa nièce, mais le reflet insupportable de la vie qui lui avait été volée. Elle réussit, elle, avec la chance que j'ai payée de ma propre vie, se murmurait-elle le soir, dans la solitude de sa case. La vue des voitures, des beaux vêtements, du bonheur insouciant de ces jeunes nourrissait une rancœur qui virait au poison. Sa colère se cristallisa sur un objet, son vieux pilon en bois. Un pilon qu'elle utilisait chaque fois pour préparer ses repas. C'était le symbole de sa vie domestique, de son assignation au village. Cet outil de subsistance allait devenir l'instrument de sa vengeance. Rongée par cette haine silencieuse, Adama prit une décision funeste. Elle entreprit un long et secret voyage vers la forêt sacrée, jusqu'à la hutte d'Ea Boto, un sorcier dont la puissance était aussi crainte que respectée. « Que veux-tu, vieille mère ?» demanda Ea Boto, son regard perçant, lisant dans les replis de son âme. Adama, tremblante mais déterminée, présenta son lourd pilon en bois. « Je veux que tu charges cet objet de pouvoir, » déclara-t-elle d'une voix rauque. « Je veux que chaque fois que je frapperai avec ce pilon, le malheur frappe ceux qui m'ont humilié par leur réussite. Je veux qu'ils reviennent ici, échoués comme moi. » Le sorcier Ea Boto secoua la tête. « Adama, la jalousie est un feu qui consume d'abord la maison de celui qui l'allume. Ces jeunes ne t'ont rien fait. Tu cherches à punir le destin à travers eux? Ils vivent mon rêve, cria-t-elle, les larmes de rage brillant dans ses yeux. J'ai payé le prix et c'est à moi que cette réussite revenait. Devant son obstination et la lourde bourse qu'elle lui tendit, Ea Boto céda. Il accomplit les rituels, gravant des symboles invisibles sur le pilon. En le lui remettant, il lui lança un dernier avertissement solennel. « Écoute-moi bien. Le pouvoir que tu as mis dans cet outil de foyer est instable. Le jour où il sera détruit par le feu, ce même feu te trouvera où que tu sois
et te consumera. Le mal ne se paie que par le mal. Mais Adama, aveuglé par sa soif de revanche, ignora l'avertissement. De retour au village, Adama mit son plan à exécution. Après le passage généreux de sa nièce Ada, elle pila du grand sec dans son mortier et à chaque coup de pilon, elle murmurait le nom d'Ada, son esprit empli de venin. Pour chaque cadeau reçu, elle frappait encore et encore, libérant sa malédiction. Les fêtes terminées, un mal étrange s'abattit sur la jeunesse de Bem. Le salon d'Ada, autrefois prospère, perdit ses clients sans raison. Les entreprises des autres firent faillite. Les projets s'effondrèrent, un par un, anéantis et incompréhensibles. Ils furent contraints de revenir au village. La tête basse, leurs rêves en cendres. Bem devant un village de futurs brisé. Mais Ada n'était pas femme à se résigner. De retour au village, le désespoir passé, la suspicion germa en elle. « Ce n'est pas normal, confia-t-elle à d'autres jeunes revenus comme elle. Nous avons tous réussi et soudain nous avons tous échoué en même temps. Juste après les fêtes, c'est comme si une ombre nous avait suivis depuis le village. » Ada commença à observer, à écouter, et elle se souvint du regard étrange de sa tante Adama, de son amertume à peine voilée derrière ses remerciements. Elle remarqua que la vieille femme semblait tirer une satisfaction malsaine de leur malheur collectif. Un soir, cachée près de la case de sa tante, elle entendit marmonner en pilant furieusement dans son mortier. « Voilà ce que vous méritez, connaître la poussière de ce village comme moi. » Le sang d'Ada se glaça. Le pilon, c'était la seule chose qui semblait lier sa tante à cet étrange rituel. Le lendemain, alors que sa tante était partie chercher de l'eau, Ada, le cœur battant, pénétra dans la case. Elle vit le pilon posé contre le mur. Il semblait vibrer d'une énergie sombre. Sur un coup de tête, mue par une intuition désespérée, elle s'empara de l'objet et sortit. Au même moment, Adama revenait. Voyant sa nièce avec son pilon, son visage se tordit de fureur. « Voleuse, rends-moi ça, tu ne me prendras pas ça aussi !» hurla-t-elle. « C'est cet objet, n'est-ce pas ?» cria Ada, brandissant le pilon. « C'est avec ça que vous nous avez maudits ? Pourquoi, tante, pourquoi nous faire ça ?» Poussée à bout, Adama confessa tout dans un torrent de larmes et de haine. « Parce que cette réussite me revenait de droit. C'était ma vie, mon sacrifice. Tu vis la vie qui m'a été volée. » Horrifiée et pleine de pitié pour cette femme brisée, Ada comprit que le cycle de haine devait cesser. Sous les yeux de sa tante, elle se dirigea vers le feu de cuisson qu'elle avait allumé plus tôt devant sa propre maison et d'un geste décidé, y jeta le pilon maléfique. À peine le bois eut touché les flammes qu'une lumière surnaturelle explosa du foyer. Au même instant, un cri déchirant retentit. Les villageois accoururent pour voir Adama se tordre de douleur, des flammes invisibles semblant la lécher. « Je brûle, le sorcier m'avait prévenu !» allait-elle, son corps se désagrégeant en cendres sous les yeux horrifiés de tous. Le pilon dans le feu d'Ada se consuma jusqu'au dernier éclat. Alors que les dernières braises du corps d'Adama s'éteignaient, une clarté nouvelle envahit l'esprit d'Ada et d'autres jeunes. Le poids qui les oppressait disparut. Leur ambition, leur espoir, leur énergie leur fut rendue. La malédiction était brisée. La leçon de cette histoire est une mise en garde profonde contre le poison de la rancœur et les sacrifices qui se transforment en dettes invisibles. Adama Keïta, consumé par l'amertume de son rêve sacrifié, a choisi de détruire le bonheur des autres plutôt que de trouver la paix. Sa tragédie nous enseigne que la rancune, même née d'une injustice réelle, finit toujours par détruire celui ou celle qui la nourrit. Les jeunes, libérés, retournaient en ville, non seulement avec leur ambition retrouvée, mais aussi avec une nouvelle sagesse. Ils comprirent que le succès n'est jamais acquis et que les blessures du passé, si elles ne sont pas soignées, peuvent empoisonner l'avenir de toute une communauté. Ada reconstruisit son salon, plus forte, plus compatissante que jamais, portant en elle le souvenir tragique de sa tante comme un rappel que le pardon et le soutien mutuel sont les seuls remèdes au venant de la jalousie.